Bonjour, je suis avec deux sexagénaires qui ont grandi en France dans les années 60 et 70. Toi, Arnaud, plutôt à la campagne, dans le nord-est de la France. Oui, Et toi, Nadine, plutôt à Lyon, dans le Rhône, dans un cadre urbain, à côté des Alpes, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bonjour, merci d'être là. Alors, Arnaud, raconte-nous, décris-nous un petit peu le cadre de vie quand tu étais enfant. À quoi ça ressemblait? alors il faudrait 3 jours pour faire le tour complet, mais simplement, c'était un rythme lié à la campagne, la pêche, le les activités simples et beaucoup de sociabilisation avec les cousins et oncles de la famille dans un petit village où tout le monde se connaissait. D'accord, et toi Nadine, tu étais en ville? Est-ce que c'était différent? C'était différent dans le sens où j'étais moi dans un appartement, donc je voulais toujours descendre dans la cour pour, rencontrer d'autres petites filles et petits garçons et jouer avec, au vélo, au patin à roulettes, jouer aux balles, à l'élastique pour essayer d'être un peu moins seule. Donc au niveau des installations, des aménagements, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas? Et il y avait rien. Donc on devait se s'occuper par nous-mêmes. Alors on se fabriquait des épées, des boucliers avec des branches de noisetier, des cannes à pêche, la pêche beaucoup, le vélo quand on a grandi un peu. La difficulté, c'était en grandissant. Quand on est enfant, on s'amuse de tout, mais en grandissant, on cherche l'autonomie et l'autonomie de déplacement, c'était pour nous le vélo, mais il n'y avait aucune infrastructure. Donc pas de salle de bain, par exemple? Ah, après, dans les maisons domestiques, non, non, il y avait pas de salle de bain, on se lavait dans la cuisine ou on allait se laver dans la rivière, qui coulait juste en dessous de la maison. Et toi Nadine, vous aviez une salle de bain à l'époque? Nous, on avait une salle de bain avec une douche et les WC séparés. Et pourtant, ce n'était pas un immeuble de standing, mais en ville, dans Lyon et la métropole de Lyon, je pense que beaucoup de personnes avaient une salle de bain à l'époque, hein, entre 60 et 70. OK, mais c'était relativement récent d'avoir ce type d'aménagement à l'intérieur. Oui et puis, mes parents étant militaires, je pense que les bâtiments étaient peut-être un petit peu plus développés que dans d'autres quartiers. Certainement plus récent parce que j'ai lu une étude récemment dans le début des années 60, seulement 40 des Parisiens avaient une salle de bain et nombreux étaient ceux qui avaient les commodités, comme on dit, sur le palier. Très bien. Et au niveau de l'école, est-ce que c'était plus strict? Beaucoup plus strict. Moi, je suis très peu allé à l'école en France, mais l'éducation était effectivement beaucoup plus stricte. Le L'instituteur était respecté. Il rentrait dans la classe ou n'importe quel adulte rentrait dans la classe, tout le monde se levait comme un seul enfant. Quand on arrivait en retard, certains nous mettaient la main en hiver sur le radiateur pour qu'on comprenne bien. Il y avait, des coups de trique, on se faisait tirer l'oreille, et j'ai l'impression qu'on n'était pas dans les années on n'était pas au 19e siècle, quoi. Il faut juste dire aussi que le vin a été enlevé des cantines scolaires, je crois que c'est à la fin des années 50, voire même dans les années 60. Donc avant, les enfants buvaient du Ah, vin les à midi. enfants buvaient du vin à midi. Moi, j'ai connu qu'on nous distribuait du pain et du chocolat à la récré l'après-midi comme goûter. Mais tout ça, effectivement, ça semble être la préhistoire sociale. Et toi alors, les profs étaient stricts et les parents étaient stricts aussi? Alors moi, j'étais dans une école de sœurs, des religieuses, donc il n'y avait qu'elles qui dirigeaient l'établissement et j'ai connu donc l'école avec les sœurs au début et ensuite les maîtresses civiles et les maîtres civils ont commencé à intégrer petit à petit l'école, mais j'avais un uniforme et chaque fois qu'on croisait une sœur, nous on devait les filles, on devait faire une révérence.
à l'image de la société où chaque profession euh, qui avait un minimum d'influence sur les masses, sur les gens, était respectée. Un médecin, c'était incroyablement respecté. Un flic, un employé de banque, tous les gens qui portaient un costume, une cravate, une blouse, un uniforme, il y avait un respect qu'on nous enseignait, nous. Moi, j'ai eu des parents très cool, mais ils nous ont enseigné néanmoins la politesse, le respect et l'envie de bien faire et d'aider les autres, la solidarité. Moi, j'ai eu des parents un peu moins cool, mais plein de gentillesse malgré tout. Ils essayaient, j'étais fille unique, donc ils essayaient de tout faire pour me rendre heureuse. J'ai commencé à découvrir le ski parce que j'habitais près des Alpes, ils m'envoyaient en vacances. J'ai toujours été très heureuse, mais par rapport à la scolarité, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui ai travaillé après dans des écoles, ça n'avait rien à voir. Si je peux me permettre, aucun parent d'élève ne contestait alors une décision d'un institut ou d'un prof, que ce soit une mauvaise note, un redoublement, un écart de conduite. Les parents s'en prenaient aux enfants. Moi, je me rappelle m'être fait tirer l'oreille par mon père parce que j'avais eu 2 heures de colle, alors que j'avais 16 ans déjà. Donc ça a bien changé. Oui, moi je me suis pris ma dernière gifle à 21 ans. Moi, j'en ai jamais reçu. Néanmoins, j'en aurais mérité quelques-unes. D'accord. Donc bien sûr, après, vous avez grandi. Toi, Arnaud, tu as eu 18 ans en 77 et toi, Nadine, en 81, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on faisait pour s'amuser quand on était ado? La fête, beaucoup. Ben, les copains, parce que on n'avait pas d'internet, on n'avait pas d'ordi, donc il fallait aller vers les autres. Donc c'était, tous les jeunes fonctionnaient comme ça, par groupe de copains. Alors on se retrouvait, on buvait un demi de bière en jouant au baby-foot. On allait au cinéma. Bon, on n'avait pas les moyens évidemment, d'aller au restaurant, mais on allait dans les sous-sols ou le garage d'une maison d'un des copains où on discutait jusqu'à 1 heure du matin. On allait au bal aussi. Voilà, mais c'était toujours une sorte d'instinct grégaire avec les copains, quoi. Tandis qu'en ville, c'était différent. En ville, je sortais très peu. Jusqu'à mes 18 ans, c'était plutôt des invitations de boom soirée, mais toujours encadrées des parents. Et ensuite, quand j'ai eu ma première voiture, on allait plus en discothèque avec les copains et copines. On partait 2, 3 jours sur la côte et on sortait beaucoup en discothèque. Moi, j'ai eu ma première moto à 17 ans, donc ça m'a beaucoup aidé justement dans cette quête quasi permanente d'autonomie et de rapprochement avec les copains. On partait chez les uns, les autres, on partait pour la journée, on allait pique-niquer, on allait se baigner dans des rivières, mais on était toujours effectivement un groupe de copains. On était plus libre en général? C'est une question difficile, mais moi je pense que oui. Je pense que oui, grâce notamment à ces quelques, alors ça va faire vieux con de le dire, mais grâce à certaines valeurs qu'on nous avait vraiment fourrées dans le crâne. Moi, par exemple, quand je rentrais pas dormir chez mes parents et on n'avait pas de téléphone portable, je me débrouillais pour appeler. En disant ce soir, je ne vais pas rentrer pour pas qu'ils s'inquiètent. On essayait quand même de faire attention et encore une fois, on respectait l'environnement et les gens. Ouais, c'était la même chose. Dès que j'ai conduit, mes parents étaient inquiets et il fallait que j'appelle lorsque j'arrivais et tous mes amis faisaient de la même chose d'ailleurs. On appelait tous pour prévenir nos parents, pour les rassurer, ce qui nous semblait tout à fait normal à l'époque. Je ne sais pas s'il en est de même aujourd'hui. Et puis on avait la liberté de se baigner dans les rivières, de camper, de façon un peu sauvage au bord d'un lac, il y avait pas toutes ces, comment dire? Toutes ces normes, sociales, légales et tout. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait. C'était ça la liberté, dans le respect général.
Mais alors, comment vous faisiez pour organiser vos sorties sans téléphone portable? Mais il y avait le téléphone fixe quand même, Ah donc oui. il y avait un téléphone filaire, dans le salon, dans l'entrée pour toute la famille, donc on demandait si on pouvait téléphoner à nos amis et soit on le faisait si on était à l'université, on se disait: «Bon, ben, on se donne rendez-vous, samedi matin au péage pour descendre, dans le midi», soit, on se téléphonait le soir, on avait quand même le téléphone fixe. Moi, j'ai toujours eu le téléphone fixe. Téléphone fixe qu'il fallait à peu près plus de 6 mois pour obtenir dans les maisons individuelles. À l'époque, dans les années 70, délai 6 mois. Et puis encore une fois, comme on était toujours en groupe, on avait des points de chute prédéterminés. Donc si on allait à tel endroit vers telle heure, on savait qu'un tel aurait fini de manger le samedi midi, qu'on le trouverait dans tel bar ou dans tel coin ou Oui, dans donc les campagnes, mais pas en ville. oui, oui, dans les campagnes. Mais c'était ça, parce que quand on téléphonait, on tombait souvent sur le père ou la mère, parce que les enfants répondaient très peu au téléphone. C'était: «Bonjour monsieur, c'est Arnaud, est-ce que je pourrais parler à Hervé s'il vous plaît?» Et il y avait toujours quelques minutes d'attente, heu, mais il fallait en passer par là. C'était assez sympa quand même. Aujourd'hui, on parle à nos amis en privé, par appel, par texto. Avant, ça, c'était pas possible. Bah, quand on avait un amoureux, souvent, on lui écrivait une lettre et puis si c'était encore à l'école, si on était encore jusqu'en terminale, ben, on lui glissait à la récré et puis ensuite et ben, moi, j'ai eu écrit des courriers, à des amoureux, postés, comme ça ne se fait plus aujourd'hui, bien sûr, avec les textos et WhatsApp, c'est plus possible. Oui, puis on allait chez les gens. Moi, je sonnais chez des copains: «Bonjour, Alain est là, s'il vous plaît?» «Alain, il y a Arnaud pour toi». Donc on était obligé d'avoir ces contacts, donc on connaissait les parents, de nos copains, alors que nous, on n'a pas connu beaucoup de parents de tous les copains de notre fille, quoi. Alors, qu'est-ce que vous écoutiez comme musique à cette époque, dans les années 70? Qu'est-ce qui était à la mode? Alors moi, alors au début, c'était plutôt la musique française. La musique française, j'aimais beaucoup Sheila, Claude François, Ringo, des choses un peu yéyé et puis après quand j'ai été plus âgée, j'écoutais plutôt de la new wave en boîte. Alors moi, j'avais une grande sœur qui écoutait sur son manche-disque en plastique orange, la variété française à la mode à l'époque. Moi, j'étais plus, Rolling Stones. Heu en grandissant, Pink Floyd, toujours les Stones, c'est pas très Beatles. Au bonheur des dames, voilà, mais la musique était pas c'était pas l'élément fédérateur. Je veux dire, on n'était pas, découpés socialement en fonction de la musique qu'on écoutait, quoi. Mais bon, c'était souvent nous les mecs, surtout dans le milieu motard, c'était souvent de la musique un peu viriliste, hein, quand même. Et vous achetiez des disques? Le premier disque que moi j'ai acheté, c'est NG des Rolling Stones en 1974. J'avais donc 15 ans, un 45 tours. Moi aussi, j'achetais beaucoup de 45 tours, des vedettes, actuelles, enfin actuelles de l'époque et je les écoutais comme j'étais toute seule, je les écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon électrophone. Et qu'est-ce qu'il y avait à la télé? Il y avait, heu, il y avait 2 chaînes, il y avait pas de télécommande évidemment. Nous, on a eu la première télé en 69 pour la mission Apollo sur la Lune. Et puis après, dans les années 70, il y avait les incontournables, les chiffres et les lettres, qu'on regardait en rentrant de l'école. Et puis le soir, il y avait les dossiers de l'écran, beaucoup de films, Des films français. beaucoup de films français et le début des films américains quand même. Mais oui, oui, beaucoup de films français. On allait beaucoup plus au ciné aussi à l'époque, hein. Mais c'est aussi le début quand même de l'empreinte américaine, puisque fin des années 70, début des années 80, il y a eu Dallas, et cetera. Donc on commençait quand même à être un peu vampirisé. C'est plus facile de trouver du travail? Oui, c'était beaucoup, beaucoup plus facile puisqu'il y avait pas encore ce chômage de masse qui est arrivé après la premier choc pétrolier en 73-74. Mais ce qui est aussi important, c'est que quand on était jeune, on travaillait l'été.
et on trouvait facilement, avec ou sans l'aide des parents, mais on trouvait des jobs d'été. Moi, j'ai bossé à 14 ans tous les étés et ça nous donnait une certaine, fierté et une certaine autonomie avec le petit pécule qu'on s'était fait pendant l'été. Des petits jobs, hein, dans des supérettes, barman, tout ce qu'on pouvait, agent d'accueil, enfin, on arrivait à trouver et après pour des métiers vraiment, moi j'étais confronté en 83 seulement, donc ça commençait à devenir plus dur, mais globalement, c'était plus facile. Quel que soit, il y avait encore beaucoup d'emplois ouvriers. Alors maintenant, au niveau de la langue, est-ce qu'on parlait différemment à l'époque? Je parle de l'accent, des expressions, du rythme, du vocabulaire. Pour ma part, je parlais un très bon français car j'étais, comme je vous l'avais dit, chez les sœurs avec des parents sévères. Mais les mots d'argot, il y en avait, je les entendais, mais je n'avais pas le droit personnellement de parler comme ceci à la maison. Je parlais plutôt avec mes copains, dans la cour ou en sortie. Et on n'était encore pas sous influence d'un langage issu d'Internet, issu du téléphone portable. Et c'est surtout dans les années 80 que ça a évolué et très rapidement depuis les années 2010, depuis le téléphone portable même, c'est nous qui sommes maintenant considérés comme des boomers, moi je comprends plus grand-chose, hein. On voyageait souvent, voire habituellement, dans les autres pays de l'Europe ou pas trop? Pour ma part, oui, j'ai voyagé avec des échanges scolaires, donc j'ai fait l'Espagne, l'Angleterre, d'autres faisaient l'Allemagne, donc surtout ces 3 pays et avec mes parents, j'ai fait beaucoup l'Italie parce que mon papa était d'origine italienne, mais surtout l'Europe pour ma part. Alors, globalement, c'était les couches sociales les plus élevées qui voyageaient un peu à l'étranger, mais les Français allaient beaucoup en France, en voiture. Ils allaient camper en Bretagne, à la campagne. Des fois, les citadins allaient camper à 25 kilomètres de leur ville d'origine. Et c'était la plaine Cambrousse, et c'était vraiment des paysans, quoi. Moi, j'ai eu la chance de voyager très jeune avec mes parents, notamment en Afrique, mais c'était pour des raisons professionnelles, c'était pas pour les loisirs. Donc on en revient un peu à la langue. Quand vous entendez les jeunes d'aujourd'hui parler, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Et je veux juste rajouter qu'à l'époque, on fumait encore dans les avions. Euh, Moi, la seule chose qui me gêne aujourd'hui, lorsque j'entends parler des jeunes, c'est qu'ils parlent extrêmement vite et je ne comprends rien. J'imagine que le vocabulaire a beaucoup changé, beaucoup d'expressions anglaises aussi? Oui, ça encore, bon, on peut les comprendre on parle anglais tous les 2. Mais c'est surtout le rythme du langage. Est-ce que c'est dû à, justement, aux réseaux sociaux, à internet, au téléphone? Je ne sais pas, mais je trouve qu'ils parlent extrêmement vite, sans articuler et je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. il y a la façon de parler, puis il y a aussi le vocabulaire utilisé. Je sais pas, des crushs, des ghosts, il me ghost. On sait ghost, ça veut dire fantôme, mais il me ghost, des abréviations qu'on comprend pas du tout, puis des mots qui veulent absolument plus rien dire. Euh, on comprend pas, on comprend pas. Ça a commencé par le langage codé sur les SMS, LOL, MDR, bon ça encore on arrivait à comprendre, mais alors depuis une petite dizaine d'années, c'est de pire en pire. Et juste pour rajouter que la vraie liberté aussi qu'on avait à l'époque, c'était de penser par nous-mêmes et qu'on était obligé d'aller chercher des bonnes informations pour se faire sa propre opinion. Et il n'y avait pas d'influenceurs. Pas d'influenceurs. Moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est dire il n'y a rien de pire que la pensée unique. Voilà. Il vaut mieux avoir une mauvaise pensée qu'une pensée unique. Donc, à l'époque, on était obligé de se faire souvent sous l'influence des parents, mais quand même. Dernière question, c'était mieux avant? Pour ma part, oui. Moi, je sais pas répondre à ça, parce que le mieux, on dit toujours que le mieux est l'ennemi du bien, mais c'était vachement bien avant. Aujourd'hui, c'est à nous de faire les efforts pour que ça soit bien.
Mais il y a eu des tas de progrès qu'il ne faut pas nier. Je veux dire, dans les comportements humains, c'est beaucoup moins bien. Vraiment, vraiment. Par contre, il y a des évolutions dans la médecine, dans la prévention, l'aide aux plus démunis. Enfin, il y a des choses très bien, mais le quotidien est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais le quotidien est devenu très difficile et c'est pas une question là, de classe sociale, c'est une question de sécurité, c'est une question de religion, c'est une question on est dominé finalement par je ne sais pas ce que c'est, des trolls qui sont sur Internet, par des forces qui viennent de n'importe où. La mondialisation est très très difficile à assimiler et autant elle peut faire du bien, autant elle nous ouvre l'esprit, autant on peut en être victime aussi. Merci Pauline. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée. Merci Nadine et Arnaud d'avoir répondu à mes questions et bonne journée à vous.